Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des fusils suisses utilisant le système Schmitt-Rubin. Ce système a pour particularité d'utiliser une culasse à un mouvement rectiligne. C'est-à-dire que le tireur n'a besoin que de tirer ou de pousser la culasse pour opérer son arme. Les fusils carabines Schmitt-Rubin ne sont pas les seules armes à utiliser cette action rectiligne, mais c'est sûrement les plus connus. Avant de voir plus en détail ces fusils, on va parler de l'adoption du système Schmitt-Rubin par la Suisse. À la fin du XIXe siècle, l'armée suisse, comme la plupart des autres armées, va chercher à développer un fusil à répétition moderne pour ne pas être en retard par rapport à ses voisins. Le développement d'une nouvelle munition est confié aux équipes du colonel Édouard Rubin, tandis que la conception du fusil est l'œuvre du colonel Rudolf Schmitt, d'où le nom de Schmitt-Rubin. Schmitt va développer un fusil avec une action rectiligne. Il considérait ce mécanisme comme supérieur au système plus classique avec un verrou où il faut faire pivoter la culasse. La culasse rectiligne permet d'économiser un mouvement et, théoriquement, d'augmenter la cadence de tir. Les équipes de Schmitt vont également faire en sorte que l'arme se démonte rapidement pour le nettoyage et qu'elle puisse être opérée facilement avec des gants, d'où le système de sûreté avec l'anneau à l'arrière de la culasse. On s'inspire également du système Lee pour développer le magasin avec un boîtier amovible. Même s'il est amovible, la doctrine était de conserver le chargeur et de l'alimenter via des boîtiers chargeurs ou en insérant les cartouches une par une. En 1889, le nouveau fusil est prêt. Il est alors désigné modèle 1889. Ce fusil va être rapidement remplacé, ou du moins mis à jour, à cause de la fragilité de son mécanisme, qu'il pouvait tirer des munitions à forte pression. Il faut donc modifier la culasse, notamment en déplaçant les tenons vers l'avant. D'ailleurs, à partir de ce moment, le colonel Schmitt va se désolidariser de l'évolution de son fusil, car pour lui, il n'était pas possible d'effectuer cette modification. Les ingénieurs arrivent néanmoins à faire les modifications nécessaires. L'arme est alors désignée fusil modèle 1889-96. Manque de chance pour la Suisse, les munitions des puissances européennes, surtout la France et l'Allemagne, vont encore connaître un bond en avant, avec l'adoption d'un projectile pointu. C'est la célèbre Baldé française, adoptée en 1898. La supériorité de ces nouveaux projectiles va donc entraîner le développement d'une nouvelle munition en Suisse. Ces nouvelles cartouches sera adoptée en 1911. Heureusement, le fusil 1889-96 dispose d'un mécanisme suffisamment robuste pour que l'on puisse l'adapter de façon relativement facile. On va alors modifier environ 135 000 fusils en remplaçant leur canon, la hausse, le chargeur, et en ajoutant une pièce en bois sous l'avant de la crosse pour améliorer son ergonomie et sa prise en main. Cette nouvelle version est le modèle 1896-11 que nous avons devant nous. Nous avons d'un côté un modèle de 1903 et un modèle de 1912. Comme sur beaucoup d'armes du début du siècle, on a un quillon à l'avant qui va permettre de mettre les armes en faisceau. On peut également fixer une baïonnette grâce à un tenon situé sur l'embouchoir. Ici. On peut voir ici le guidon, qui est assez épais et qui n'a pas d'oreille de protection. La hausse est réglable jusqu'à 2000 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est que les marquages de distance sont à la fois présents sur la hausse, mais également sur chaque côté. Le boîtier de culasse est assez distinctif, avec les sillons usinés, le levier d'armement caractéristique et sa sûreté qui permet de rapidement connaître le statut du percuteur. Le levier à droite, ici, va permettre de démonter l'arme, mais on verra ça tout à l'heure. Il va également servir d'arrêteur de culasse pour indiquer qu'il n'y a pas de munitions. Le chargeur fait légèrement saillie, et bien que détachable, le tireur était censé utiliser des lames chargeurs. La capacité du magasin est de 6 cartouches. On peut voir sur la crosse l'addition de la pièce en bois pour obtenir une poignée pistolet. Regardons maintenant le mécanisme Schmitt-Rubin de plus près. Pour comprendre le mécanisme Schmitt-Rubin, on va démonter la culasse de ce fusil. Pour ce faire, on va évidemment vérifier que l'arme n'est pas chargée, et on va utiliser le levier de démontage pour faire ressortir la culasse. On va faire pivoter la sûreté entre le feu et la position de sûreté, comme ceci. On peut alors enlever
le levier d'armement. On dévisse l'arrière de la culasse, et on peut voir les tenons et le système de cam qui va servir à l'action rectiligne. On peut également, si on le souhaite, enlever le percuteur en baissant la pression du ressort. On remarque la qualité de finition des pièces, ainsi que la longue griffe de l'extracteur. L'anneau à l'arrière, qui fait office de sûreté, a une fonction très simple et efficace. En position de sûreté, on va totalement séparer le percuteur de la gâchette, rendant ainsi le tir impossible. Ce Schmitt-Rubin a une excellente qualité de fabrication, comme la plupart des armes suisses. L'action linéaire de la culasse est sur le papier une bonne idée, car elle permet de simplifier le mouvement de l'armement. Cependant, la manipulation de l'arme va demander plus de force. Le mécanisme est également plus complexe et bien plus coûteux à fabriquer. Les fusils et mousquetons Schmitt-Rubin ont continué à évoluer après cette version. J'espère qu'on pourra bientôt en voir d'autres. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également soutenir mon travail via Tipeee. Merci également au collectionneur qui m'a prêté ces fusils, et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.